Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire sur l'approche globale sur la responsabilité sociétale en entreprise. Donc ce webinaire, il est co-organisé avec les groupes industriels Méca-Loire, Montblanc Industrie, Villesta et Mécabourg, qui ont souhaité porter une animation commune sur la RSE, prendre un peu de recul et puis favoriser l'échange de bonnes pratiques entre les entreprises de ces différents territoires et différents écosystèmes. Donc là, on est sur le premier webinaire d'un cycle qui comprendra au moins 4 webinaires. On a décidé d'appeler tout simplement les mois de la RSE, puisqu'on aura une fréquence hebdomadaire avec pour ce premier round une approche globale avec donc l'intervention d'Émilie Parnière de l'AFNOR qui va nous éclairer un peu sur la vaste définition de la RSE au travers de différents outils qui peuvent exister. Et puis, on verra qu'il y a de multiples façons de déployer une démarche au sein de son entreprise, ce qui va être mis en avant dans les témoignages de 3 entreprises qui ont toutes des typologies un peu différentes et qui ont chacune mis en place des actions RSE avec des champs bien spécifiques. Donc l'objectif, c'est de montrer que tout le monde peut faire de la RSE, puis adapté à son contexte et à son fonctionnement d'entreprise. Donc on aura les témoignages de Mathieu Tagan pour Amphénol Socapex, donc ça c'est adhérent Grappe Montblanc Industrie, de Philippe Reminieras pour Vercors Thermoformage, pardon, donc adhérent Villesta, et Jean-Yves Villette pour Process Conception Ingénierie pour la Grappe Méca-Loire. Puis bien sûr un temps d'échange à la fin. Donc avant de commencer, juste un petit rappel des règles de bienséance en webinaire. Donc, on va vous demander à tous de bien couper vos micros pour éviter les interférences. Il se peut qu'on les coupe nous-mêmes si certains l'oublient, donc vous étonnez pas. Bonjour. Si vous avez des problèmes de bande passante, il ne faut pas hésiter à couper vos caméras, sauf les intervenants, bien sûr. Vous avez en haut de la fenêtre du webinaire des modes d'affichage, si vous préférez voir plutôt l'écran ou plutôt la personne qui parle, vous pouvez régler ça. Et puis, je vous invite à poser toutes vos questions, remarques, compléments via le chat, parce que comme on est nombreux, on va éviter de prendre la parole sans se manifester. Donc, on passe par le chat. Donc, c'est la petite bulle en haut à droite de votre écran. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions par là. Et puis, nous, on les livrera à la fin dans le temps d'échange. On en fera la synthèse et puis on ouvrira l'échange avec ça. Et puis, bien sûr, si vous avez des questions à posteriori, n'hésitez pas parce qu'on est dans le cadre d'un échange de bonnes pratiques, à les livrer à vos référents de Grappe. Voilà, pour tout renseignement ou toute mise en relation. Donc, vous avez les contacts qui sont affichés. De toute façon, sinon, vous les avez. La dernière précision, donc le replay sera disponible et on enverra normalement à tous les participants ainsi que les slides. Donc voilà, je ne vais pas perdre plus de temps et je vais laisser la parole à Émilie qui va nous faire une introduction sur ce qu'est la RSE. Je te laisse la parole, Émilie. J'avais coupé mon micro. Bonjour à tous, je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui, puis de bénéficier aussi du retour d'expérience. Merci Justine de m'avoir invitée. Donc, l'objectif de mon intervention, c'est de repositionner ce qu'est la responsabilité sociétale, ce qu'elle permet aujourd'hui, dans quel contexte elle s'inscrit. Donc, ce sera une introduction. Très certainement une redite pour certains d'entre vous, hein, j'en connais certains d'ailleurs. Donc, je vais commencer. Justine, je t'invite à passer à la slide suivante. Donc moi, je suis Émilie Parnière, hein, je travaille au sein du groupe AFNOR en tant qu'ingénieure développement régional. Hein, je suis située à Lyon et je travaille sur l'ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes et en particulier sur les thématiques de la responsabilité sociétale, de l'économie circulaire, de la qualité de vie au travail et toutes les approches territoriales et services publics. Voilà, peut-être quelques mots du groupe AFNOR sur la slide suivante. Donc le groupe AFNOR, c'est l'association française de normalisation. Je fais A parce que la mise en page de ma slide a sauté. Donc l'association française de normalisation qui a
une mission d'intérêt général au service du développement économique et du développement durable au travers AFNOR Normalisation, qui est l'instance dans laquelle est conçue et développée les normes françaises, les positions européennes et internationales de la France pour créer des normes européennes et internationales. AFNOR intervient aussi dans le champ concurrentiel en tant qu'éditeur de solutions de veille au travers AFNOR Édition, en tant que formateur, qu'évaluateur, que certificateur également. Donc, il y a 14 délégations régionales en France, une à Lyon, où par exemple, vous pouvez venir consulter les normes ou les ouvrages d'AFNOR Édition. Sachez-le, on vous accueille et on organise un certain nombre d'événements au sujet de l'actualité réglementaire et normative. Alors, pour la RSE, à la slide suivante, donc, qu'est-ce que la responsabilité sociétale? Donc, vous le savez certainement, c'est bien la responsabilité sociétale de l'entreprise, hein, les termes qui se cachent derrière le sigle RSE, et c'est la contribution des entreprises au développement durable de la société. Donc, je vous ai mis sur cette slide une image qui est tout simplement l'image qui reflète les 17 objectifs du développement durable qui ont été édités, publiés par l'ONU en 2015 pour avoir une vision commune dans l'ensemble des pays du monde de ce que doit couvrir aujourd'hui le développement durable. Et donc, la responsabilité sociétale de l'entreprise, c'est aussi participer pour une entreprise à ce développement durable tel qu'il est envisagé au niveau international par l'ONU aujourd'hui. Très concrètement, la responsabilité sociétale, déjà, c'est une démarche volontaire, hein, elle est au-dessus de la réglementation, a priori, et c'est la démarche pour une organisation. C'est une posture qui lui permet d'assumer, mais aussi de rendre compte l'ensemble des impacts de ses décisions et de ses activités, à la fois au niveau social, sur la société, donc sociétal également, mais également sur l'environnement. Donc, très concrètement, il faut savoir que c'est un mouvement international hein, qui existe et qui prend de l'ampleur depuis plus de 10 ans et qui s'accélère très fortement ces dernières années sous la pression, slide suivante juste, sous la pression de la société. Justine, on peut changer de slide? Donc, il y a une attente qui est absolument croissante de l'ensemble des acteurs de la société. Par exemple, on peut citer le fait que 85% des Français souhaitent que les marques s'engagent à réduire leurs impacts environnementaux et sociaux. Mais ces attentes sociétales qui sont de plus en plus larges, précises, qui s'intéressent à la fois à l'environnement et au social, se traduit aussi dans une vague réglementaire sans précédent. Donc, on avait la loi NRE en 2001, qui s'est accélérée avec les lois Grenelle 2 en 2010, mais depuis, on a la loi Sapin 2 sur la transparence et l'anticorruption, les lois sur le devoir de vigilance qui invitent les grandes entreprises à s'assurer, à prévenir les impacts sociaux et environnementaux qu'elles pourraient avoir sur leur chaîne de valeur. Récemment, on a la loi Pacte donc, la loi Pacte, c'est plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises qui a déjà fait évoluer dans le Code civil la définition de l'entreprise, considérant qu'aujourd'hui, elle doit elle-même prendre en considération ses enjeux sociaux et environnementaux. Donc, la vision même de l'entreprise a été changée dans le Code civil. Cette loi Pacte, elle va aussi proposer à l'entreprise de se doter d'une raison d'être, c'est-à-dire de déterminer quelle est sa contribution à la société au-delà du fait de faire un profit immédiat. Et troisième niveau de cette loi, elle va proposer de créer le statut d'entreprise à mission, qui est vraiment d'inscrire dans ses statuts le fait que c'est une entreprise responsable et qui s'engage au travers de sa raison d'être dans sa contribution au développement durable. Donc ça, c'est un petit peu inédit, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est aussi enrichi par cette appréhension réglementaire de la responsabilité sociétale. Elle se trouve aussi au travers de la loi AGEC, qui est la loi anti-gaspi et pour l'économie circulaire. Bref, il y a une pression réglementaire qui croit que vous devez tous ressentir dans vos activités.
Et enfin, une pression commerciale quand on entend que 75% des donneurs d'ordre vont interroger aujourd'hui leurs sous-traitants, leurs prestataires sur ce qu'ils peuvent faire en matière de responsabilité sociétale. Bien entendu, donc aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que la RSE, elle ne se décrète plus, mais elle doit se démontrer. Voilà, donc il est certain que beaucoup d'entreprises font énormément de choses, il y a énormément d'initiatives. Il est intéressant de pouvoir les structurer pour pouvoir démontrer justement qu'on est inscrit dans une démarche RSE. Alors pour ça, vous avez un outil international, un cadre de référence qui est l'ISO 26000. Donc ISO, ça signifie que c'est une norme internationale. Elle a été éditée en 2010, cette norme, à l'initiative des consommateurs qui ont souhaité, dès 2005, avoir des repères pour pouvoir partager une vision commune de ce qu'était la responsabilité sociétale, parce qu'énormément de textes ont préexisté sur le développement durable, sur la manière dont les entreprises devaient s'en emparer, mais c'était souvent des visions parcellaires, assez atomisées, avec des cibles différentes. Et donc, on a choisi de mandater l'ISO pour travailler collectivement et consensuellement sur ce que devait être la responsabilité sociétale pour une entreprise. Donc aujourd'hui, c'est bien cette norme qui va définir ce qu'est la responsabilité sociétale, qui va aussi poser les grands principes de comportement qui doivent la fonder, les thèmes qui sont incontournables en matière de responsabilité sociétale pour une entreprise, des domaines d'action à explorer également. Elle donne beaucoup de jalons et elle propose une méthode pour lancer sa démarche RSE. Cette norme, elle n'est pas certifiable. Elle propose des recommandations et non des exigences, partant du principe que la responsabilité sociétale est quelque chose qui évolue grandement, qui dépend de son activité, de ses parties prenantes, de la manière dont on est structuré, du cap qu'on se donne aussi, et que par conséquent, il est bien plus pertinent de proposer aux organisations une méthodologie pour déterminer leur propre responsabilité sociétale plutôt qu'un référentiel d'exigence. Alors, je vais vous montrer un peu plus concrètement ce qu'on peut trouver dans cette norme. Donc déjà, des principes de comportement, c'est également inédit. La norme ISO 26000 est déjà une norme de comportement, c'est aussi une norme d'écosystème. Et en termes de ce qu'elle attend en matière de comportement, c'est que la gouvernance, qui est centrale dans la responsabilité sociétale d'une entreprise, s'en empare pour assurer un comportement éthique. Alors, qu'est-ce que c'est que ce comportement éthique? C'est un comportement qui, évidemment, va prendre en compte les réglementations existantes sur les territoires dans lesquels elle opère, mais plus largement les normes internationales de comportement et le respect des droits de l'homme. C'est une entreprise qui est transparente dans ses décisions, qui prend ses décisions en reconnaissant les intérêts de ses parties prenantes et qui se doit de répondre des conséquences de ses décisions et de ses actes. Voilà, donc ça, c'est vraiment un principe de comportement qu'il va falloir engager dans tout le quotidien de l'organisation. Pour l'aider également à déterminer quel est son périmètre de responsabilité sociétale, cette norme ISO 26000 va poser 7 questions centrales. Alors, pourquoi question? Parce que c'est justement cette thématique sur laquelle il est indispensable de se questionner pour s'assurer qu'on a bien identifié ces champs de responsabilité. Donc, ces 7 questions centrales, elles partent de cette fameuse gouvernance. Elle va aussi interroger les droits de l'homme, les relations, les conditions de travail, l'environnement, la loyauté des pratiques, les questions relatives aux consommateurs, les communautés et le développement local. C'est cette question centrale. Elles vont l'aider aussi à rentrer en dialogue avec ses parties prenantes de manière à trouver des opportunités d'action commune également. Ces questions centrales, dans la slide suivante, on va voir qu'elles sont déclinées aussi en domaines d'action. Donc, il y a une quarantaine de domaines d'action qui sont proposés dans cette norme ISO 26000. Alors, tous les domaines d'action ne sont pas nécessairement pertinents, voire et prioritaires pour une organisation. Et ce qui va être important, c'est justement de déterminer là où elle doit agir. Et
donc là, il s'agit de recommandations, de s'emparer de ces domaines d'action, enfin, en tout cas de bien les appréhender pour voir s'il est pertinent de s'en emparer et de s'en emparer à court, moyen, long terme. On voit que là, on va s'intéresser vraiment à l'ensemble des champs d'action de l'entreprise, à l'ensemble des processus qui existent dans une entreprise. Par exemple, avec la protection des consommateurs, on voit que ça fait autant appel au marketing, au commercial, mais à la qualité également. Qu'on voit qu'on va s'intéresser dans ces domaines d'action aussi aux impacts plus indirects de l'entreprise, car il faut qu'elle s'intéresse à ces impacts directs dans ses actions assez immédiates, mais aussi sur ce qui se passe dans sa chaîne de valeur. Et c'est pour ça qu'il y a une question centrale qui relève de la loyauté des pratiques, dans laquelle d'ailleurs on va trouver un domaine d'action qui est la promotion de la responsabilité sociétale dans sa sphère d'influence. Comment l'organisation peut embarquer sur l'ensemble de ces thématiques, à la fois ses clients pour un usage plus responsable de ces produits, mais aussi ses fournisseurs, ses sous-traitants, pour qu'eux-mêmes proposent des produits, des services plus vertueux, certainement dans la co-construction d'ailleurs de solutions. Donc, on est sur des champs qui sont très vastes. Alors, ils sont très vastes, on ne peut pas tout faire en même temps. J'ai parlé de pertinence, j'ai parlé de priorité. La norme ISO 26000, elle propose une méthodologie pour justement hiérarchiser ces actions en matière de responsabilité sociétale. Et c'est dans la slide suivante qu'on va le voir plus précisément. Elle pose cette norme de pratique fondamentale de la démarche RSE. Donc, la première, c'est déjà l'entreprise en interne, elle va s'interroger en regardant l'ensemble de ces domaines d'action, voir lesquels sont porteurs d'enjeux pour elle. Et sont porteurs d'enjeux parce que en agissant sur ces thèmes, elle va avoir des impacts directs et indirects en matière sociale et environnementale qu'elle aura à maîtriser, à réduire s'il s'agit d'impacts négatifs, mais à amplifier, à accroître si elle est déjà contributrice en matière de développement durable sur certains de ces champs. Donc, il s'agit déjà d'avoir cette idée de qu'est-ce qui est porteur d'enjeux pour l'organisation, notamment en termes de risque, là où il est essentiel pour elle d'agir aujourd'hui pour s'assurer déjà d'être peut-être conforme à la réglementation, pour s'assurer de ne pas avoir de rupture dans ses possibilités d'agir, de produire. Et puis, de l'autre côté, en parallèle, elle va aller déjà identifier les parties prenantes qui sont porteurs d'intérêt sur les champs du développement durable. L'idée étant de recueillir ces attentes et ces intérêts qu'on lui porte là où l'organisation est attendue. Et il s'agira de croiser, du coup, les enjeux qui, pour elle, sont fondamentaux, ceux sur lesquels elle est attendue par ses parties prenantes, et c'est de cette manière-là qu'elle va établir quels sont ses enjeux prioritaires, quels sont les domaines d'action qu'elle doit absolument investir à court terme. À partir de là, elle établira sa stratégie RSE qu'elle va déployer en action opérationnelle dans l'ensemble de son organisation, dans son quotidien, pour que ce soit effectivement une démarche intégrée, car évidemment, ce qu'il faut retenir, c'est que la démarche RSE, c'est une démarche stratégique, qui doit venir complètement infléchir, nourrir le projet d'entreprise, et que par conséquent, la responsabilité sociétale va venir également infléchir le comportement de chacun dans l'organisation. C'est donc pas une démarche en plus, c'est pas une démarche à côté, c'est pas une démarche en parallèle, c'est la façon dont l'entreprise agit qui doit évoluer pour s'assurer qu'elle prenne davantage en compte la sphère sociale et la sphère environnementale. Alors, la bonne nouvelle, c'est à la slide suivante, c'est que on constate aujourd'hui où la RSE est de plus en plus développée, et on va le voir juste après mon intervention, qu'il y a de nombreux bénéfices. Donc l'année dernière, on a lancé une étude auprès
de plusieurs centaines d'entreprises qui avaient lancé déjà des démarches RSE et elles constatent pour 80% d'entre elles que le premier bénéfice, c'est déjà de renforcer l'engagement des collaborateurs. C'est plutôt une bonne nouvelle puisqu'on ne peut rien sans nos collaborateurs, sans leur loyauté et leur engagement. C'est aussi, de fait, le corollaire, c'est que ça permet de développer l'attractivité de l'entreprise, qui est un véritable enjeu aujourd'hui sur plusieurs secteurs d'activité, dans certains territoires également et partout finalement plus largement. 78%, ce qui n'est pas un petit chiffre, des entreprises considèrent qu'elles ont obtenu comme bénéfice plus d'innovation. Donc, innovation de tout type, que ce soit de l'innovation produit au travers peut-être l'éco-socio-conception, mais aussi au travers des partenariats, des manières de procéder. 75% constatent que ça leur permet de se démarquer de la concurrence. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien là sur la slide, mais à côté des items qui précisent les différents bénéfices, il y a des petites feuilles et puis des chaînes. Donc, en fait, on a classé les entreprises répondantes en fonction de leur maturité en RSE et on constate bien évidemment que ces bénéfices, ils sont encore plus fortement ressentis quand la démarche est plus mature. On l'a vu, une démarche RSE, c'est une démarche vaste, complexe, qui mérite d'être travaillée dans le temps parce qu'on ne peut pas tout faire en même temps, ça nécessite peut-être d'embarquer à la fois en interne, mais aussi en externe ces parties prenantes. Et de facto, on obtient des bénéfices petit à petit au fur et à mesure qu'on fait mûrir sa démarche. Mais c'est certain qu'ils sont présents, donc c'est un investissement pour plus de performance et de réussite. J'espère que ces propos seront confortés par les interventions qui vont venir. J'en finis là. Merci, Émilie. Donc, merci, Émilie. On a vu la partie du coup un peu théorique qui montre tous les vastes champs d'application. On va donc maintenant illustrer avec des applications en entreprise qui appliquent une démarche RSE, qui est appuyée ou pas sur l'ISO 26000, mais qui est forcément un peu en lien, avec des exemples d'actions concrètes. Donc, du coup, je vais passer la parole à Mathieu. Mathieu Tagan, donc dans Phenol Socapex. Ouais, bonjour à tous, merci Justine. Donc, je vais essayer de faire un parallèle, quand même malgré tout difficile. Rapidement, je vais me présenter. Donc, je m'appelle Mathieu Tagan, ça fait une vingtaine d'années que je travaille dans cette entreprise, en Phenol Socapex. Alors, j'ai une fonction très opérationnelle, j'ai une responsabilité opérationnelle au sein de l'entreprise, j'ai en charge une famille de produits qui va de la production au développement de ceux-ci. Mais à côté de ça, j'ai une casquette d'animateur RSE. Alors, nous, on n'appelle pas ça RSE chez nous, on appelle le développement durable. Et c'est dans ce cadre-là que j'interviens aujourd'hui. Tu peux passer à la slide suivante, s'il te plaît. Donc, rapidement, je vais présenter l'entreprise. Donc, Enfenol Socapex, on fait partie d'un groupe international qui s'appelle Enfenol, qui a près de 75 000 employés à travers le monde. Et nous, Enfenol Socapex, on est une unité de ce groupe-là, assez autonome dans notre stratégie, qui comprend à peu près 1000 employés sur 2 sites, un en Inde, à Pune, pour 750 personnes, et puis un pour 250 personnes en France, en Haute-Savoie, dans la vallée de l'Arve. Voilà, on est une entreprise qui vendons, concevons, fabriquons des connecteurs pour des marchés tels que le militaire, notamment la communication des champs de bataille, et pour l'aéronautique. Slide suivante, s'il te plaît. Voilà, rapidement une slide avec différents produits qu'on fabrique. Donc, on fabrique des connecteurs, des contacts et des harnais. Basiquement, un connecteur, c'est une prise. Voilà, sauf que nous, ce n'est pas les prises qui sont au bout de l'aspirateur, c'est des prises qui vont dans des environnements sévères, donc pour des milieux vibratoires, corrosifs ou humides assez importants. Slide suivante, s'il te plaît. Pour fabriquer tous ces connecteurs, on a des sites de fabrication très industriels avec beaucoup de process tels que le moulage, l'usinage, le décolletage, le traitement de surface et de l'assemblage. C'est des procédés qu'on a sur nos 2 sites et c'est des procédés qui ont des rejets sur l'environnement, des consommations d'énergie, des consommations de matériaux. Et à ce titre, depuis toujours, on est quand même assez sensible à ces rejets
à ces traitements. On a notamment une station de traitement de surface liée à notre plating, enfin n'importe quoi, qui est contrôlée régulièrement. Donc, depuis longtemps, on est dans une démarche quand même de limitation des rejets. On est ISO 14001 depuis 2008. Puis après, d'un point de vue sociétal, on est dirigé par un groupe américain qui nous impose pas mal de règles par rapport à ce qu'on appelle les conflits minéraux, quoi, des matériaux rares qui sont fabriqués dans des pays pas forcément recommandables, par rapport au travail des enfants. Donc on applique ces règles depuis longtemps. On a déjà une démarche, on va dire, RSE depuis un certain temps. Par contre, slide suivant, s'il te plaît. On a eu une prise de conscience un peu plus importante et un peu plus environnementale, on va dire, dans les années en 2016-2017, je ne sais pas exactement, je ne me souviens plus exactement de la date, mais la vallée de l'Arve a été tristement connue dans les médias par des phénomènes de pollution récurrents et forts qui nous ont déjà donné une mauvaise image de la vallée, qui ont posé à des entreprises de la vallée, alors pas nous forcément, mais nos collègues ont eu ce problème-là de difficulté d'embauche, des talents qui pouvaient venir d'autres endroits de France qui n'avaient pas envie de venir s'implanter chez nous parce que trop de pollution. Dans ce contexte-là, les collectivités locales parlaient d'imposer une taxe de transport à l'attention des entreprises. Et tout ça mis bout à bout, et bien l'entreprise et d'autres entreprises de la vallée se sont dit, voilà, nous, on ne peut pas accepter ça, et on est des entreprises, des entrepreneurs, il faut qu'on soit capable de proposer autre chose. Et c'est pour ça qu'on a, à ce moment-là, boosté un peu notre approche développement durable en engageant des actions fortes. Slide suivante, s'il te plaît. Alors, deux actions principales, que je ne détaillerai pas forcément sur la première, mais un peu plus sur la deuxième. Déjà, une action globale dans la vallée, donc plusieurs entreprises qui faisaient ce constat que je viens d'énoncer et qui ont décidé de se mettre ensemble, en groupe, pour se dire, ben voilà, on a du travail à faire en termes de mobilité dans la vallée, en termes d'énergie des bâtiments, d'économie circulaire. Donc, il y a des entreprises, ça a commencé à 18, donc on crée une association qui s'appelle le Réseau Green, et qui aujourd'hui compte près de 80 adhérents, peut-être un peu plus, et voilà, qui travaillent ensemble pour tous ces sujets-là. Et en parallèle de ça, au sein de l'entreprise, on a décidé de créer une commission développement durable. Slide suivant, s'il te plaît. Tu peux passer la slide suivante, s'il te plaît, Justine? Je l'ai passé, il doit y avoir un décalage. Ah, elle est là. Merci. Donc, on crée cette commission développement durable. Le rôle de cette commission, c'est de faire prendre conscience à nos collègues, à nos collaborateurs des enjeux environnementaux, alors à l'époque du moment, et qui sont toujours quand même d'actualité, pour qu'ils prennent conscience de notre environnement, de l'impact qu'on peut avoir et de surtout qu'est-ce qu'on peut faire pour limiter cet impact. Donc pour qu'ils puissent avoir les bons réflexes, trie mon emballage plastique qu'on m'a donné, comment je conçois un connecteur différemment pour limiter son impact, comment j'utilise moins de papier, enfin toutes ces choses-là. Et puis de les appliquer au travail, c'est super, c'est bien pour l'entreprise. Puis des gens qui peuvent aussi avoir une prise de conscience pour l'appliquer chez eux, parce qu'il y a des générations qui n'ont pas eu forcément les cours qu'ont nos enfants aujourd'hui sur le recyclage, des choses comme ça. Donc en tant qu'entreprise, on peut aussi apporter ces bonnes pratiques. Donc voilà, le but de cette commission, c'est d'essayer d'impliquer le maximum de personnes au sein de l'entreprise, au sein des différents services, pour qu'il y ait une culture développement durable, une dynamique développement durable au sein des services qui puisse transpirer un peu partout. Slide suivante, s'il te plaît. Alors, comment on a organisé ça? La commission développement durable, d'abord, ce n'est pas un métier, ce n'est pas une fonction chez nous, ce n'est pas une personne en particulier. J'en suis l'animateur, mais autour de ça, il y a une équipe qui vient de différents services. Comme moi, j'ai un métier chez Amphénos Capex, j'anime, mais tout le monde a un métier chez Amphénos Capex, qui n'est pas forcément le RSE, mais
qui a envie de donner du temps et de s'impliquer dans cette démarche développement durable. Donc voilà, on a une dizaine de personnes qui viennent des RH, du HSE quand même, du laboratoire, de la production, de l'IT, de la communication, enfin voilà, différentes personnes, et chacun donne un peu de son temps pendant la semaine, pendant le mois, un peu à la mode d'une association au sein de l'entreprise qui travaille autour de ces sujets. La commission, elle a quand même une feuille de route, enfin un objectif. On développe des actions de développement durable sur un triptyque qui est environnemental, forcément, comment on peut moins impacter sur notre environnement et comment on peut laisser une, entre guillemets, c'est des belles paroles, mais une planète plus green à nos enfants. Un pilier social, c'est-à-dire, dans un premier temps, c'était comment on parlait de difficultés d'embaucher, comment on peut attirer les gens chez nous et comment on peut les faire se sentir bien au travail. On passe quand même beaucoup de temps dans l'entreprise, donc voilà, comment on peut aider nos salariés, nos collègues à se sentir bien en leur proposant différentes choses. Aujourd'hui, social, ça peut être aussi comment on peut s'inscrire dans une dynamique sociale au sein de notre écosystème, au sein de notre vallée, comment on peut aider par de moyens divers. Et puis forcément, sur le dernier pilier de ce triptyque, c'est l'économie. On reste malgré tout une entreprise à but lucratif. Donc voilà, on ne peut pas se permettre de faire tout et n'importe quoi. Donc, voilà comment s'organise la commission développement durable. Si tu peux passer la slide suivante, s'il te plaît. Voilà, après, dans le mode de fonctionnement, donc, comme je disais, c'est un peu un mode associatif. On a décidé de traiter différents sujets. On ne pouvait pas tout traiter. On reste 10-12 personnes, avec des agendas forcément très chargés. Donc, on a décidé de se focaliser sur 4 groupes et chaque groupe est animé par un membre et puis on est 3-4 par groupe. Et on a un groupe qui travaille sur la mobilité. Les actions de ce groupe-là, c'est de comment on peut venir autrement au travail que tout seul dans sa voiture. Donc, c'est un groupe qui a fait des propositions sur notre infrastructure bâtiment en mettant en place en augmentant le nombre de parkings à vélo, en créant des bornes de recharge pour les véhicules électriques, en proposant des bornes de recharge, en faisant des casiers, en proposant des casiers, en réaménageant des vestiaires, voilà, toute une infrastructure qui permet aux gens de venir en mobilité douce. Puis c'est un groupe qui a aussi beaucoup travaillé avec l'association dont j'ai parlé tout à l'heure, parce que cette association, en termes de mobilité, elle a pu réunir plusieurs choses. Mettre en avant une application de covoiturage, négocier des achats groupés de vélos, donc voilà, faire la promotion de ce genre d'action au sein de l'entreprise. Donc voilà, ça c'est le premier groupe de travail. Un autre groupe de travail qui était plutôt sur le social, les activités, le bien-être dans l'entreprise. Donc ce groupe travaille plutôt sur des propositions d'activités. On a mis en place, c'est un peu plus difficile dans des temps comme en ce moment avec les règles Covid, mais on a mis en place des propositions de cours de sport, soit le soir après le travail, soit entre midi et 2, des cours de yoga, de crossfit. On a proposé aussi mis en place des ateliers de Medit Yourself, voilà, des gens qui ont une envie de partager avec leurs collègues quelque chose, des gens qui ont proposé voilà, comment je fais ma lessive à la maison, comment je fais une cabane à oiseaux, un tawashi, enfin différents sujets comme ça, qui peuvent donner envie de faire autrement aussi à la maison. Ce groupe travaille aussi beaucoup avec une conciergerie d'entreprise qui a été mise en place il y a 3 ans. Voilà, une conciergerie d'entreprise qui propose des différents services aux employés pour leur faciliter leur quotidien. Récupération de colis, travaux sur les véhicules, sur nos véhicules perso, des achats groupés, enfin voilà, toute une batterie de services proposés à nos collaborateurs. Puis on a un groupe qui travaille plus sur le bâtiment et les produits, alors très en lien forcément avec notre certification ISO 14001, et voilà, avec un suivi de nos énergies et puis des propositions de travaux, notamment liées à l'isolation du bâtiment. On a un bâtiment qui est extrêmement vieux, qui doit avoir 60 ans, voire un peu plus de 70 ans. Donc, faire des travaux d'isolation, changement de luminaire, passer à des DER, enfin, des choses comme ça. Organiser aussi notre recyclage au sein de nos flux industriels. Et puis aussi d'accompagner nos bureaux d'études
les analyses de cycle de vie produit. Voilà, encore une fois, concevoir différemment pour limiter notre impact. Toute la structure aussi IT avec les stockages de données, des choses comme ça, essayer d'expliquer et limiter ces consommations d'énergie parfois superficielles. Et enfin, un dernier groupe qui fait le lien avec tous les autres, c'est la communication. C'est-à-dire que pour inculquer, pour expliquer, pour répéter un peu ce qu'on fait, pour que les gens prennent conscience de ça, il faut une communication assez forte de nos sujets. Donc voilà, il y a un groupe qui est chargé de la communication qui va expliquer les success stories, les différents événements qui peuvent se passer dans la vallée, au sein de l'association Green, au sein de l'entreprise, des choses comme ça. Et ce groupe aussi, il a la charge d'organiser 3-4 événements dans l'année pour créer du lien social, pour avoir aussi, autour de sujets RSE, on organise des journées mobilité ou des journées de nettoyage des clean-up day autour de notre site, mais aussi organiser des portes ouvertes à l'attention de monsieur et tout le monde qui voudrait venir visiter notre entreprise. Encore une fois, pour avoir du lien social avec l'extérieur de l'entreprise et puis aussi promouvoir nos métiers. L'industrie n'est pas forcément très en vue, donc ça permet de promouvoir nos métiers et donner des envies à des jeunes industriels. Voilà en quelques minutes pourquoi et quelles actions on a pu mettre en place pour s'inscrire dans une démarche de développement durable. Voilà, merci à vous. Merci Mathieu pour ce témoignage riche d'informations qui montre bien aussi l'importance d'impliquer l'ensemble des collaborateurs avec des profils très différents. On va passer du coup, je vois qu'il y a des questions qui commencent à arriver dans le chat, mais je les garde pour la fin, pour le temps d'échange. On les note au fur et à mesure, mais on les livrera à la fin. On va passer au témoignage de Vercors Thermoformage, donc avec Philippe Réminiras. Je vous laisse la parole. Oui, merci. Bonjour à tous. Alors d'abord, merci aux organisateurs pour avoir pris l'initiative de mettre en place ce webinaire sur un sujet qui nous intéresse tous. J'ai écouté bien sûr, comme chacun d'entre nous, les intervenants précédents. L'AFNOR qui nous donne un cadre, on va dire, qui est un cadre de référence, qui est super intéressant parce que ça permet de guider nos actions. Et puis en fait, ce CAPEX avec M. Tagan, qui nous donne une vision d'un groupe, de la mise en place de ce type de démarche dans un groupe. Moi, je vais essayer de vous donner une vision un peu différente de celle d'une toute petite PME, simplement pour prendre conscience qu'on peut aussi mener ces actions dans des PME de petite taille et que le besoin est similaire. Alors moi, je suis un petit peu embêté parce que j'avais un magnifique film dont vous voyez le lien, mais qui, pour des raisons techniques, ne peut vous être présenté. C'est un film en fait qui a été fait à l'initiative de la CCI de la Drôme sur un certain nombre d'entreprises de la région qui ont enclenché des démarches RSE. Je vous encourage à le regarder parce que ça va d'EDF à des sociétés de notre taille, toute petite taille, et ça donne un bon éclairage sur les démarches qui peuvent être entreprises. Et voilà. Donc, désolé de ne pas pouvoir vous le montrer, mais je vous laisserai le soin de le faire. Donc, je vais essayer de remplacer ça par notre expérience. Donc, je vous parle d'une entreprise qui existe depuis 60 ans. Vercors est une entreprise de la plasturgie. Aujourd'hui, c'est 30 personnes, 4 millions d'euros de chiffre d'affaires, une société qui est certifiée ISO, voilà, qui appartient donc au domaine de la transformation des matières plastiques. Donc, en termes de RSE, je vous laisse imaginer avec le plastic bashing qu'on vit depuis quelques mois, années maintenant, les impacts que ça peut avoir, y compris sur nos équipes et sur nos activités. Moi, à titre personnel, je suis donc vice-président de Videsta. Videsta est un cluster qui regroupe les sous-traitants des activités véhicules industriels et véhicules de loisirs sur l'Ardèche et la Drôme actuellement. Et également, j'ai un mandat au niveau du syndicat national de la plasturgie pour faire entendre la voix des petites entreprises au sein des grands groupes de transformation. Voilà. Alors nous, cette démarche RSE, elle a démarré en 2017. L'expérience que ça nous a apporté, en fait, moi ce que j'en retire, c'est que ça peut pas être une démarche descendante qui vienne de la direction ou du dirigeant. Voilà, ça, je pense que ça fonctionne pas du tout.
L'approche, pour moi, elle nécessite de susciter la communication, les échanges au sein de nos équipes pour avoir une vision d'ensemble, une vision globale en fait de notre entreprise et de son positionnement dans son écosystème. Voilà. En gros, la démarche, elle doit être induite, elle ne doit pas être forcée ou imposée parce que sinon on a des réactions qui ne sont pas, à mon avis, à la hauteur de l'enjeu. Chez nous, en fait, elle a été initiée en grande partie par les équipes terrain, la production, faut être clair, qui à un moment donné ont eu besoin de poser des mots sur des situations complexes, souvent liées au relationnel. Tout ce que vous vivez dans vos sociétés, les petites tensions qu'il peut y avoir entre les équipes, entre les gens, pourquoi à un moment donné ça fonctionne pas entre nous. Donc il y a eu une véritable prise de conscience sur le fait que certains membres de nos équipes avaient des difficultés dans la relation interpersonnelle, que ce soit avec leurs collègues ou que ce soit avec un cadre. Ça, c'est la première partie. Donc, ça remontait en fait par les organes que vous connaissez de représentation du personnel. Ensuite, les gens exprimaient clairement le fait qu'ils se sentaient en décalage. Ils se sentaient en décalage par rapport au métier même de l'entreprise, puisqu'on est dans la transformation des matières plastiques. Donc, est-ce que c'est bien de contribuer au développement de ces technologies? Se sentaient en décalage avec les tiers, qui peuvent être les clients, parce que parfois nos clients, j'espère qu'ils ne sont pas avec nous aujourd'hui, ont des pratiques un peu particulières sur le plan commercial. Et tous ces questionnements, en fait, ont fait qu'à un moment donné, il y a eu besoin de s'interroger. Rapidement, il y a une notion qui s'est imposée à eux et à nous, qui était la notion de valeur. En un mot, on vit dans un écosystème qui est l'entreprise. Monsieur Tagan le disait tout à l'heure, on passe parfois plus de temps à l'entreprise qu'à la maison. Et là, on vient de cultures différentes, on vient d'éducations différentes et on partage un lieu commun. Et là, clairement, il faut se retrouver autour d'un certain nombre de points, sinon c'est très très vite compliqué. Donc nous, pour faire ce travail, on s'est fait accompagner d'un consultant extérieur qui a joué un petit peu le fou du roi par moment, qui a aussi été un poil à gratter, il faut être clair, dans certaines réunions, on avait du mal à s'exprimer. Et il nous a emmenés clairement sur un chemin qui nous a permis de définir ce qu'étaient nos tables de la loi. En fait, en un mot, quelles sont nos valeurs et dans quoi on se reconnaît et qu'est-ce qu'on n'admet pas de ne pas trouver chez un nouvel arrivant chez nous ou lorsqu'on voit une déviance chez un de nos opérateurs. Alors là, je ne vais pas rester dans un cadre général, hein, je parle de cas concrets. Pourquoi, quand tu manges en face de moi dans la salle de repos, tu regardes ton portable et tu ne me parles pas? Pourquoi, toi, en tant que cadre, tu ne me dis pas bonjour le matin quand tu viens dans l'atelier? On était vraiment sur des choses bien marquées. Et en fait, ces 6 valeurs qui ont été exprimées et aujourd'hui définies comme base de l'entreprise sont le respect. C'est la première qui est sortie parce que sans cette notion-là, point d'entreprise. La solidarité, la franchise, la coopération, la qualité et la satisfaction de nos clients. Donc globalement, ce groupe de travail a défini ces valeurs comme étant recherchées dans l'entreprise et nécessaires au bon fonctionnement de celle-ci. Et au terme de ce travail, ils ont souhaité les présenter à l'ensemble de leurs collègues. C'est-à-dire que clairement, il y a eu une cérémonie qui a été organisée au cours de laquelle ils ont chacun d'entre eux présenté une valeur en exprimant ce qu'elle voulait dire pour eux. C'est un moment évidemment extrêmement émouvant parce que chacun avait des exemples qui leur permettaient d'expliquer pourquoi le respect notamment était important pour telle personne ou telle autre. Et c'était un moment, je dirais, d'ancrage extrêmement important. Donc, au terme de cette phase, on a également mis en place au sein de nos ateliers ces 6 valeurs sous forme de posters avec des photos intégrant les membres de l'équipe. Alors, pas forcément ceux qui avaient travaillé au niveau des valeurs, mais des photos qui représentaient ces valeurs. Voilà, donc si pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez bien sûr venir nous visiter. On est à L'Oréal-en-Ladrot, mais vous pourrez voir au sein de l'entreprise ces posters qui sont au sein même des unités de fabrication. Au terme de ça, une charte a été éditée, je pourrais vous la faire passer, ce qu'on a appelé chez nous la charte d'éthique en fait, qui est remise à chaque nouvel entrant dans l'entreprise
et qui est un référentiel auquel on se raccroche lorsqu'il peut y avoir quelques petites déviances parfois dans l'entreprise. Cette démarche est intégrée au plan stratégique, c'est-à-dire qu'elle est recalée tous les ans et nous on travaille sur un plan à 3 ans et on s'assure bien en fait que le plan stratégique de l'entreprise s'inscrit sous l'éclairage de ces valeurs. Ça c'est un point qui me paraît extrêmement important pour les organes de décision. Voilà. Donc pour finir par rapport à tout ça, moi je reste persuadé 3 ans après, puisque cette démarche, je vous l'ai dit, a commencé en 2017. Ça a été un élément majeur pour le développement de notre société parce que peu de temps après, nous construisions une nouvelle usine. Peu de temps après, on réalisait des investissements extrêmement conséquents. Ça nous a permis de passer ces étapes, je pense, de façon bien solidaire, en tout cas en se connaissant bien les uns les autres. Et puis là, on vient d'avoir un super stress test avec le Covid, où là, évidemment, on a été soumis, comme chacun d'entre vous, à des périodes pour lesquelles nous n'étions pas préparés et qui ont été quand même extrêmement violentes. Et là, l'équipe a parfaitement réagi. C'est-à-dire que les gens ont été exemplaires dans le respect, bien évidemment, des mesures barrières, mais de toutes les modalités qu'il a fallu mettre en place pour qu'une PME de 30 personnes traverse cette tempête dont on est peut-être en train de sortir. Voilà, je voulais partager tout ça avec vous et simplement vous donner un éclairage que ce n'était pas réservé qu'aux grandes sociétés, mais même une PME de 30 personnes avait besoin d'éclairer aussi ce pan de nos activités. Merci beaucoup pour ce témoignage et retour d'expérience. Donc, on va passer à la troisième entreprise pour boucler ces 3 témoignages. Donc, je vais donner la parole à Jean-Yves Villette, donc de PCI. Je vais repartager l'écran du coup. Voilà. Monsieur Villette, je vous laisse la parole. Merci. Donc bonjour, moi je suis donc Jean-Yves Villette, je suis responsable HSE à PCI-SEM. Donc notre activité, nous sommes dans le domaine du process d'usinage et de la construction de machines spéciales d'usinage. Une des particularités de l'entreprise, c'est que pendant des années, nous faisions partie du groupe PSA et depuis 2015, nous faisons partie du groupe Tongtai, le groupe taïwanais qui est dans le même domaine d'activité que nous. Donc, je vais vous présenter donc un petit peu comme l'ont fait précédemment mes confrères, la façon dont nous on a abordé la problématique RSE au sein de l'entreprise. Donc, première chose, donc slide s'il vous plaît. Bon, on est venu à la RSE en prenant en compte un petit peu des remarques d'ordre général. Donc, le fait que la problématique RSE est redoutable parce qu'elle est demandée par les clients à leurs fournisseurs et ainsi de suite. Que toutes les grandes entreprises aujourd'hui nous demandent notre notation RSE. Donc typiquement, nous, on a été mis un peu, je dirais, devant le fait accompli, dans la mesure où un jour notre client PSA nous a dit, bah, pour rester au panel, vous devez adhérer et participer à une notation RSE de l'entreprise. Donc cette obligation concerne toutes les grandes entreprises. À terme, elle concernera tout le monde. Et clairement, on s'est aperçu que si on ne démarrait pas maintenant, on risquait d'avoir rapidement des problèmes de business. Donc, slide, s'il vous plaît. Donc, pourquoi on s'est engagé dans la démarche? Donc, pour les demandes de nos clients et aussi en prenant en considération toutes les valeurs que nous avions développées dans l'entreprise. Donc, le fait que notre responsabilité sociale nous place au niveau d'un écosystème sur lequel on interagit forcément. Parce qu'une entreprise est composée de salariés, d'humains qui travaillent les uns avec les autres. Et puis, quoi que nous fassions, nous consommons des ressources et nous dégageons des rejets, des déchets, et nous avons un impact sur l'environnement, parce qu'on doit aider les autres, parce qu'un jour, elle sera obligatoire, certes. Slide, s'il vous plaît. Donc, la première étape de notre démarche a été de définir la gouvernance qu'on allait mettre en place au niveau du projet. Donc, slide. Donc, pour ça, on a voulu porter l'entreprise, la démarche au niveau le plus haut de l'entreprise. Donc, le responsable RSE, c'est le directeur. Et on a voulu impliquer tous les niveaux, toutes les couches de PCI.
Donc pour ça, on a mis en place donc un pilote moi-même, des assistantes. On implique l'ensemble du comité de direction avec une séance annuelle, présentation de compte rendu, qui permet de toucher tous les niveaux de la société. Chose à faire et à ne pas oublier, c'est bien définir dès le départ quelles seront toutes nos parties prenantes, donc tous les lois, les textes, les règlements, nos clients, nos salariés, nos actionnaires, nos relations avec les écoles, les politiques, les associations. Slide, s'il vous plaît. Donc la deuxième étape, c'est qu'en regardant bien ce que nous demande la RSE et ce que l'on fait déjà, on s'aperçoit qu'en fait, on fait tous de la RSE sans le savoir. Donc on a dans l'entreprise tout un tas de choses qui, si on les structure un petit peu, vont nous permettre de mettre en place une politique RSE, d'avancer un petit peu sur la problématique. Typiquement, on fait des choses dans le domaine de l'éthique, on n'a pas de charte, on écrit une charte, on progresse. On fait des choses en termes de politique achat, on n'a rien d'écrit, on le met noir sur blanc, et ben là aussi, sans inventer quelque chose de nouveau, on a une politique achat et là aussi, on progresse dans le domaine de la RSE. Un slide, s'il vous plaît. Donc, ce que je vous ai dit, donc la première étape, ça a été pour nous d'identifier dans les différents domaines liés à la RSE tout ce qu'on pouvait avoir. Donc, ça passe par la composition des effectifs au niveau du social, la présence d'un CSE, d'un comité santé-sécurité, les différents rapports liés aux activités de ces équipes, tous les accords collectifs qui sont négociés et renégociés depuis des années dans l'entreprise, problématique des accords handicapés, hors de formation, plan emploi, absentéisme, les relations avec les organisations syndicales, etc. Dans le domaine de l'environnement, même si on n'a pas forcément une certification ISO 14001 ou des choses, on a quand même des études d'impact, on a quand même par exemple au niveau des déclarations vis-à-vis de l'ECPE, ou le suivi, la maîtrise de notre consommation d'énergie, la gestion des déchets, les animations autour du tri, les flottes, suivi des flottes de véhicules, les politiques de déplacement, le développement de nos produits et tout ce qu'on peut faire en termes d'amélioration de nos produits pour consommer moins au niveau des machines, consommer le liquide de coupe différemment ou autre. On a beaucoup de choses au niveau environnement qui existent déjà. En termes sociétal, je vous en ai parlé tout à l'heure, donc l'écriture de la charte éthique, tout ce qui est participation aux différentes organisations de développement du territoire, typiquement Écaloir aujourd'hui, les engagements vis-à-vis de nos fournisseurs, les relations avec les écoles qui passent par la prise de stagiaires, d'apprentis tout au fil de l'année. Slide, s'il vous plaît. Donc la troisième étape, une fois qu'on a fait toute cette analyse, on a récolté tous nos documents et formalisé tout ce qu'on faisait déjà, c'est la mise en place d'un rapport RSE qui est présenté et discuté chaque année au conseil d'administration. Donc là aussi, porté au plus haut niveau de la société. Slide, s'il vous plaît. Le dernier point, c'est de pouvoir pratiquer une évaluation régulière. Donc, depuis 3 ans, chaque année, à peu près à la même période, on remplit le document qui nous sert à l'évaluation et qui nous permet de présenter à nos clients un bilan en disant, voilà, cette année, on se situe à telle position et on a progressé par rapport à l'année dernière, etc., etc. Donc, slide, s'il vous plaît. Donc le bilan, aujourd'hui, on a utilisé un outil qui nous avait été imposé par PSA au début, donc on continue d'utiliser aujourd'hui, qui nous permet de nous positionner suivant 4 thèmes principaux. Donc la partie environnement, la partie éthique, la partie sociale et droits de l'homme, la partie achat responsable, et qui nous permet aussi de nous positionner vis-à-vis d'autres sociétés du même périmètre que le nôtre, qui ont une activité comparable.
cette évaluation nous amène chaque année à mettre en évidence nos points forts, hein, et à mettre le doigt sur des pistes d'amélioration sur lesquelles on travaille et qu'on planifie pour les 2-3 années qui viennent. Donc voilà un peu quelle a été notre démarche et où on en est aujourd'hui au sein de PCI. Donc j'ai terminé, je vous remercie de m'avoir écouté. Merci beaucoup pour ce témoignage. Et je souligne une phrase que vous avez dite qui est intéressante, c'est qu'on fait tous de la RSE sans le savoir. Et c'est vrai que c'est un peu le but aussi de ce webinaire, c'est de montrer que la dynamique est accessible à tous et qu'après chacun peut structurer à sa manière, mais voilà, que tout le monde peut faire de la RSE. Donc merci beaucoup pour les témoignages. On va passer à la phase de questions. Juste, je vois que Philippe, vous pouvez envoyer votre charte d'éthique. À la limite, vous nous l'envoyez, puis comme ça, nous, chaque animateur de grappe redispatchera en vous envoyant le replay. On mettra peut-être avec ça. Je vous la transfère cet après-midi. Parfait, super. Donc, pour les questions, alors déjà, on avait, alors je crois que c'était pour Mathieu, savoir si pourrez vous donner des informations sur la manière. Alors, attendez, hop, pardon, je remets ça là. Sur la manière dont est gérée votre conciergerie d'entreprise. Est-ce que c'est en interne? Est-ce que c'est externalisé? On pourrait donner des formations. Alors moi, je n'ai pas tous les détails parce que ce n'est pas moi qui le suis en direct, mais effectivement, c'est quelque chose d'externe. C'est une entreprise dédiée à ça. Et puis après, ils ont un catalogue de propositions de services qu'on prend ou qu'on ne prend pas, puis on leur propose de faire des choses aussi pour nous. Mais c'est quelque chose d'extérieur, ouais. Ok, bah, merci pour la réponse. Une autre question, toujours qui a été posée quand Mathieu parlait, mais je pense que c'est valable pour tout le monde. Est-ce que vous avez mesuré les effets de vos différentes actions? Alors, de notre côté, c'est toujours difficile de mesurer ce genre de choses. On voit quand même des tendances, sans dire qu'on est rentré vraiment dans la mesure, mais sur la mobilité, on voit très bien que nos parkings à vélo sont pleins et qu'il faut qu'on les agrandisse. On sait que les achats groupés qu'on a proposés, il y en a quand même une trentaine de personnes qui en ont bénéficié dans l'entreprise. Donc voilà, c'est pas rien. Donc il y a des signes qui nous montrent qu'on est dans la bonne voie. Après, une chose aussi qui est importante, c'est qu'on voit depuis ces dernières années que dans les stratégies des différents services, et quand je parle de services, je parle de tous les services, c'est-à-dire des RH, du marketing, des ventes, de la production, et chacun vient s'inscrire dans une démarche développement durable en donnant sur leur feuille de route des actions liées au développement durable, ce qui n'était pas le cas il y a 4-5 ans. Donc voilà, il y a quand même on n'a pas de chiffrage, de chiffres avec des beaux graphiques, des choses comme ça, mais on voit quand même qu'on a une tendance positive de ce qu'on a mis en place. Et puis on a aussi des retours de nos collègues sur différents entretiens et on sent que le message passe. Alors il passe pas pour tout le monde, forcément il y a des gens qui ne se sentent pas du tout concernés, mais ça on les aura toujours. Mais globalement, ce qu'on a mis en place, on sent que ça passe et ça laisse un message et les gens se sentent impliqués dans une démarche de développement durable. Merci pour cette réponse. Je reviens, ça a été demandé aussi par rapport à la conciergerie, Mathieu, si tu peux partager les coordonnées. Alors, je pense que c'est Aurélie qui a posé la question. Donc, si tu peux me les envoyer, je retransmettrai Aurélie ou peut-être passer en direct. Ouais, je te les enverrai. C'est sur le même secteur géographique, du coup. Oui, ils n'interviennent pas que chez nous dans la vallée. D'accord. Donc, une autre question par rapport au groupe de travail RSE. Donc, est-ce que les groupes de travail sont composés de membres du CSE et est-ce que ça n'empiète pas trop sur leur mission et action? Alors, ils font partie des groupes de travail. On a une personne du CSE qui fait partie des groupes de travail, très, très investie.
et elle propose des choses et le CSE intervient dans nos différentes actions, notamment d'animation de journée. Participe toujours d'une manière ou d'une autre et est toujours impliqué dans ces actions. Donc, on n'a pas du tout le sentiment que ça empiète sur leurs actions, c'est vraiment un partage, ils sont là, ils prennent part aux décisions, aux propositions, donc ça se passe très très bien, ils sont totalement impliqués. Et c'est important qu'ils soient impliqués d'ailleurs. Je rejoins cette position, je pense que c'est important qu'ils soient impliqués, mais je pense que c'est important aussi qu'on ait un accès direct aux opérateurs qui parfois ne se reconnaissent pas toujours dans ces modes de représentation et que des gens qui sont parfois bloqués par la timidité ou la crainte puissent être sollicités dans ces groupes. La RSE a aussi cet avantage-là, c'est qu'elle permet de créer un nouveau cadre qui permet bien entendu d'associer les représentations légales, évidemment, mais également d'aller en direct sur des opérateurs qu'on voit un peu moins, qui sortent un peu des radars assez souvent. Et ça, je pense que c'est un point. Nous, on a vraiment vu un impact très positif sur des gens qu'on voyait rarement sous les feux de la rampe. Ouais, je confirme, c'est vraiment ça. Ça permet de toucher tous les membres de l'entreprise à peu près au même niveau, cette démarche-là. Merci pour vos réponses. Alors ensuite, on avait une question de rappeler les valeurs de l'entreprise. Mais je crois que ça a été fait dans le chat. Oui, ça a été fait. Une question pour Monsieur Villette. Plus concrètement, qu'avez-vous fait au sein de vos équipes? Alors, au sein de nos équipes, la première chose qui a été faite, ça a été de mettre l'accent sur les problématiques de communication. Donc, on a fait plusieurs actions de communication régulières sur les méthodes de consommation, les tri des déchets, etc. On a mis en place aussi sur différents sujets des retours d'informations par l'intermédiaire de boîtes à idées. Et on a fait des évolutions techniques liées là aussi à nos consommations, éclairage, chauffage, fluide. Après, sur la partie sociétale, on a diffusé plus largement les documents chartes éthiques et autres sur lesquels, par le passé, on ne mettait pas assez l'accent. Voilà. Merci pour cette réponse. Alors, il y a deux questions qui se rejoignent peut-être un petit peu, qui sont un peu génériques. Donc, quand on parle d'obligations pour les entreprises, est-ce qu'il y a une échéance pour les PME, PMI? Je ne sais pas si quelqu'un a la réponse. Pas à ma connaissance. Ouais, il n'y a pas de… C'est peut-être lié aussi à une autre question qui est sur l'aspect que les clients demandent des preuves d'implication RSE et les preuves sont pourtant dans des formats divers. Donc, c'est peut-être une question un peu générique. Comment on répond à ces demandes? Je veux bien répondre. En plus, c'est Rémi. Je vois que c'est Rémi Vincent là, qui pose la question. Évidemment, c'est un membre de Villesta puis voisin. Alors, Rémi, il faut qu'il se rassure. C'est que la meilleure preuve, en fait, nous, on a eu ces questions-là. On a notamment des clients dans le médical qui nous sont venus un peu nous chercher sur cette notion d'indicateur. Moi, j'avoue que je suis pas du tout motivé par cette démarche parce que je trouve que la démarche RSE, elle sort justement un peu de ce cadre. Même si j'entends bien qu'on a besoin d'en apporter la preuve, je suis pas certain que c'est une démarche pour moi que je qualifierais quasiment de philosophique, quoi. Donc j'ai toujours du mal de raccrocher ça avec des indicateurs de performance. Maintenant, je suis soumis à la même pression que toi, Rémi. Nous, le meilleur moyen qu'on a trouvé, c'est de dire à nos clients, venez nous visiter, venez nous rencontrer, venez nous auditer, y compris sur la RSE. Et le meilleur audit, c'est de rencontrer nos opérateurs. Et on l'a fait et ça a plutôt très, très bien fonctionné parce que c'est la meilleure preuve. Je veux dire que les gens s'expriment. Vous le verrez sur le film d'ailleurs, dont on vous a mis le lien, où moi j'ai tenu à ce que, évidemment, ils ont voulu m'interviewer, mais c'est pas le plus intéressant. Le plus intéressant, c'est que les opérateurs qui ont participé à la démarche et qui la font vivre aujourd'hui soient vraiment puissent s'exprimer sur le sujet. C'est la meilleure des preuves, je pense.
je suis interpellée, donc je vais répondre aussi là-dessus. Alors nous, on est complètement en phase avec ce qui vient d'être dit. Après, c'est pas AFNOR qui fait nécessairement qui est en phase avec tout l'écosystème de la RSE. Aujourd'hui, ce qu'on promeut, c'est que justement chaque organisation détermine quel est son champ de responsabilité. Et du coup, quelles sont les actions pertinentes pour elles, et charge à elles, par contre, de démontrer qu'elles suivent ces actions-là et qu'elles obtiennent une certaine performance. Ça, c'est ce que demande l'ISO 26000. Pour autant, dans certains pays, on va vers la certification. Ce qui, pour moi et pour la commission de normalisation française, est un non-sens. Mais parfois, vous le voyez bien dans tous les questionnaires que vous avez, on vous demande des choses qui sont de plus en plus, en tout cas, formalisées, voire imposées. Aujourd'hui, c'est en discussion au niveau de la Commission européenne, dans le cadre du reporting extra-financier. C'est vraiment, est-ce que, en tout cas, on peut s'assurer que ce qui nous est fourni dans les rapports extra-financiers, donc des grandes entreprises, est effectivement pertinent en matière de RSE. La problématique, elle se situe plutôt au niveau de la pertinence, dans le sens, est-ce qu'ils vont vraiment s'intéresser à leur véritable impact ? Et ils ne font pas du cosmétique, parce que voilà. Donc c'est toujours un questionnement. Il y a de plus en plus de labels également qui sont créés. Donc celui d'AFNOR, c'est engagé RSE, mais l'idée, c'est d'avoir des labels sectoriels qui viennent décliner les problématiques sectorielles et territoriales des acteurs pour leur faciliter finalement l'apport de preuves, puisqu'ils auront apporté des preuves qui leur ressemblent, parce qu'elles seront directement issues des actions des actions de leur propre responsabilité, pour exercer leur propre responsabilité. Mais la question demeure de l'apport de preuves. Merci pour ces éléments de réponse. Il y a une dernière question, puis je pense qu'on finira là-dessus pour pas être trop en retard par rapport à ce qu'on avait dit. Alors, c'est pour Monsieur Villette. Réussissez-vous à avoir un état d'esprit commun et collectif des différents acteurs du comité RSE par rapport à leur périmètre respectif individuel, RH, environnement, sécurité? Alors oui, moi j'ai pas senti de résistance dans les différentes personnes qui travaillaient sur le sujet. Il y a plutôt une adhésion. Je pense que l'avantage vient aussi du fait que, quand je disais qu'on fait de la RSE sans le savoir, il y a quand même beaucoup de sujets sur lesquels on travaille depuis des années, et quelque part il y a peut-être eu des accélérations, mais il n'y a pas eu de révolution dans la façon de fonctionner de l'entreprise. Donc les gens ont adhéré assez facilement. Très bien. Merci beaucoup pour toutes ces réponses. Je remercie encore une fois tous les intervenants pour vos témoignages, retours d'expérience. C'était très enrichissant. Et puis donc le prochain webinaire a lieu normalement le 1er mars dans le cadre de l'Intergrap. Donc merci à tous pour votre participation. Et on se dit à la prochaine pour le prochain webinaire alors. Merci, bonne journée. Merci à tous. Merci beaucoup, bonne journée. Merci. Merci à tous. Merci, c'était très intéressant. Merci, bonne journée. Bonne journée à tous. Merci à tous.